Bonjour à tous. Alors on va pas trop bouger, on va effectivement encore rester dans le fossé du Rhin. Et nous, on va aussi s'intéresser aux formations alluviales tardiglaciaires et holocènes en surface du fossé rhénan. Ces formations, elles commencent à être connues en aval du fossé. On l'a vu aussi pour le centre Alsace avec ce que nous a présenté Stoyle. Mais elles sont assez mal connues pour l'un des affluents principaux du Rhin, qui est l'Ille, qui est un hydrosystème principal en plaine d'Alsace, qui va drainer les collines Leucique du Sundgau et les Hauts-de-Vosges. L'Ille, elle va s'écouler en parallèle du Rhin. Elle est donc séparée aujourd'hui du fleuve par un cône alluvial du Rhin qui va se développer au cours du Vexélien. Et elle est contrainte à l'ouest par les cônes de déjection des rivières vosgiennes. Et on va essayer de déterminer un premier modèle morphostratigraphique de la plaine alluviale de l'Ille, car ça va avoir évidemment des conséquences un intérêt, disons, paléo-environnemental important, mais surtout un intérêt pour la géoarchéologie qui va peut-être nous expliquer une meilleure répartition des sites archéologiques. Alors ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le cône du Rhin se met en place jusqu'au Vexélien supérieur. On a une date qui appartient à une série de dates un petit peu en aval qui va jusqu'à 13 000 BP. Et l'île, telle qu'elle est cartographiée actuellement, elle va déposer des alluvions à partir du Tardiglaciaire et de l'Holocène. Ce sont des alluvions limoneuses en surface de la terrasse rhénane qui ici forme un bondement très net. Et l'île, à son débouché dans la plaine au sortir des collines du Sundgau, va recevoir ses affluents, ces rivières vosgiennes, qui vont générer un apport en matériaux vosgiens essentiellement sableux très très important. On va, nous, se focaliser sur cette zone-là, en tout cas dans un premier temps, où vont se concentrer une série d'opérations archéologiques qui ont été menées depuis ces 30 dernières années. Et nous autres géoarchéologues en avons profité pour faire plein de coupes, plein de logs, et qui vont être faits lors des abondants sondages archéologiques et lors des fouilles. Donc c'est une méthode de relevé assez classique, à laquelle va se rajouter une batterie de datation par OSL et par radiocarbone, et on va aussi pouvoir effectivement raisonner en fonction des vestiges et du mobilier archéologique qui est contenu dans ces coupes. Tous ces logs, on va les corréler de proche en proche, et on va les superposer à un modèle numérique de terrain, à un lidar, mais qui nous a posé des difficultés en raison de la pente amont-aval très très forte, et qui va gommer considérablement les micro-reliefs de la plaine alluviale. Donc du coup, on a corrigé ce lidar en lui imposant une pente nulle pour avoir une meilleure vision des formations fines. Alors, donc, dans un premier temps, ce qu'on a trouvé, c'est l'arrêt de la sédimentation du cône vexélien du Rhin. On a une date à 21 000 au vexélien supérieur, où des dépôts de gravier grossier et des passes de sable vont finir par être interrompus et laisser place à des dépôts de limon fin aux tardiglaciaires. Donc la présence de ces dépôts de limon fin implique une incision du chenal qu'on suppose être à l'ouest, alors que le Rhin va décaler son tracé vers l'est. Un peu plus bas dans la plaine, ici, on retrouve une date similaire sur des sables et des graviers, qu'on pense qui présente un cortège visible à l'œil nu de minéraux vosgiens, il y a 16 000 ans. Et ensuite va laisser place à une série de sables avec une légère pédogénèse et surtout des dépôts de limon fin qui vont présenter plusieurs évolutions pédologiques, dont une très très longue en sommet de séquence, qui va impliquer une stabilité pédologique, une évolution pédologique qui va se faire sur plusieurs millénaires, et donc qui va impliquer une stabilité sédimentaire dans la plaine. Et ce niveau de cet épais paléosol va livrer
aussi des vestiges mésolithiques en cours de fouille actuellement. Et ces niveaux de limon se mettent en place au Tardis-Glaciaire et à l'Holocène ancien. Quand on se déplace un peu plus près du cours actuel de l'île dans la plaine, on va trouver... Oui, pardon. En fait, oui, cette phase de stabilité sédimentaire est interrompue au subatlantique par un dépôt massif de gravier dans une matrice argileuse qui peuvent évoquer des dépôts de crues et qui vont charrier des tessons roulés qui vont être attribués à la fin de l'âge du fer. Quand on se rapproche du cours actuel de l'île, on va sonder plusieurs paléochenaux, dont un paléochenal assez profond, qui va livrer en fond de remplissage des argiles organiques avec des dates radiocarbone qui vont être attribuées au Tardis-Glaciaire et au Préboréal. Et ces argiles vont ensuite laisser place à des limons qui ont subi une pédogénèse longue, qui là encore implique une stabilité sédimentaire longue et qui évoque ce qu'on a vu sur la plaine à l'est. À partir du subatlantique, on va avoir un alluvionnement beaucoup plus grossier avec des graviers et des sables qui vont être associés à des incisions de petits chenaux secondaires et qui vont livrer des dates radiocarbone sur charbon qu'on va attribuer à l'époque romaine, puis à l'époque carolingienne. Et on va aussi commencer à déceler un léger exhaussement du toit de la plaine alluviale au sommet de ce colmatage subatlantique. Et quand on dézoome, on va pouvoir, quand on va regarder ce qui se passe en amont et en aval de la plaine de l'île, on va retrouver ces épais paléosols limoneux qu'on a attribués à l'Holocène ancien et qui vont surmonter des dépôts de limon et de sable, attribués au Tardis-Glaciaire. En revanche, la séquence sédimentaire du subatlantique avec des dépôts grossiers, on va aussi la retrouver en amont du système, mais qui va présenter des modalités sédimentaires beaucoup plus variées, toujours assez grossières. Et on va aussi, cette tendance à l'exhaussement du cours de l'île va aussi s'affirmer en aval de notre zone d'étude, comme par exemple à Megenheim, où des levées alluviales vont livrer du matériel du subatlantique, du matériel archéologique de l'âge du fer. Cet exhaussement, il est particulièrement prononcé en aval à partir de Colmar, où l'île va exaucer son lit 1 mètre au-dessus de la plaine alluviale. Et on va aussi avoir un développement par endroits de paléosols attribués à l'époque antique, qui vont être remblayés par un dépôt massif de limon au VIe siècle. Ici, on est à rebours avec une fouille qui est toujours en cours. Et enfin, le lit de l'île va s'exaucer et finir par dominer à certains endroits, de plus de 4 mètres, le lit de ses propres affluents vosgiens. Ici, on voit bien le bombement de l'Interras qui joue aujourd'hui en amont le rôle d'interfluve entre le cours du Rhin, 10 mètres plus bas, et l'île. En extrapolant sur la plaine d'Alsace, ce bilan sédimentaire, on va le suivre d'amont à partir de Mulhouse jusqu'en aval de Colmar, avec toujours une certaine homogénéité des dépôts et des paléosols du Tardis-Glaciaire et de l'Holocène ancien, et cette rupture hydrosédimentaire très nette à partir du subatlantique, mais qui, elle, va présenter des modalités sédimentaires et pédologiques un peu plus variées. En conclusion, notre étude finalement visait surtout à mettre en œuvre des formes originales qu'on n'avait pas ici appréhendées dans la plaine de l'île, mais il va maintenant falloir les caractériser beaucoup plus finement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de hiatus sédimentaires, mais que malgré tout, des grandes tendances chronologiques semblent se dégager. On peut expliquer ça tout d'abord par un contrôle géomorphologique très important dans cette plaine, parce que le cours de l'île est contraint à l'est en tout cas en amont du fossé rhénan, par un bombement très important lié au cône alluvial rhénan, mais il est aussi contraint à l'ouest. Il va recueillir des affluents vosgiens
qui peuvent prendre source jusqu'à 1000 mètres plus haut que l'île, et donc qui vont générer des apports sédimentaires très importants, très brusques, et ils vont injecter tout ce matériel grossier dans le réseau de l'île, peut-être probablement lors des phases de dégradation climatique au cours de l'Holocène qui vont a priori s'accentuer au subatlantique. On peut aussi évidemment évoquer l'hypothèse classique de l'anthropisation, où la mise en culture des versants et des plaines fluviales va déstabiliser du matériel sédimentaire qui sera alors plus facilement repris par un alluvionnement, peut-être par une hydrologie plus importante au cours du subatlantique, et qui va expliquer ces levées alluviales qui vont se mettre en place à cette période. Et enfin, le rôle de la néotectonique, on peut évidemment le supposer, mais on n'a pour l'instant aucune donnée qui permettent de le mettre en évidence. Ce qu'on voit, c'est que ce fonctionnement en deux phases, il a évidemment un impact sur l'occupation archéologique et sur les choix que vont faire les sociétés humaines qui vont être confrontées à un paysage alluvial et qui vont être confrontées à des risques hydrologiques, peut-être probablement de façon plus répétée et plus courte au cours du subatlantique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette approche micro-régionale reposant sur des données de l'archéologie préventive principalement. Des questions? Oui, Nicole? Ça va dépendre on va dire, de l'ensemble morphologique, c'est-à-dire que dans ces sols de sénanciens, la décarbonisation, elle est quand même assez aboutie, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir espérer trouver de la malacofaune, par exemple. On peut trouver des restes organiques dans des argiles de fond de chenal, mais par contre, ces argiles vont juste nous proposer une fenêtre chronologique courte. Et on n'a pas d'enregistrement organique continu, très dilaté, comme on peut avoir dans d'autres secteurs en France, par exemple. Donc, je pense qu'il faudra vraiment faire une étude paléo-environnementale, mais elle va nécessiter des petits points isolés qu'il va falloir surtout corréler entre eux, en fait. Oui. Ce sont des tendances stratigraphiques qu'on va recaler dans une chronologie d'ensemble, en fait. Donc voilà, effectivement, à partir du tardiglaciaire, on a des paléosols qui vont se développer sur des éléments fins. Plusieurs paléosols, dont un qui va se développer sur un épais dépôt de limon qui va rester sable pendant plusieurs millénaires et qui va accueillir en surface des occupations, par exemple, du néolithique, mais surtout des âges des métaux. Voilà ces grandes tendances chronologiques qu'on a. En fait, ce sont deux grandes familles, on va dire, de sédiments au cours de l'Holocène. Ouais. Si j'ai bien compris, on a un système qui fonctionne en fluviosol cumulique, et après on a des phénomènes de palimpseste archéologique sur quelques centimètres. C'est ça. Et donc, par rapport à cette discontinuité et à cette remise en dynamique à partir de l'âge du fer, ça me rappelle pas mal de choses connues et qui ont trait avec le franchissement de seuil lié à l'Anthropocène, au forçage anthropogénique, que Philippe Allais avait aussi observé dans le Limousin, où on a un seuil morphodynamique qui se met en place à partir de l'âge du fer. J'ai l'impression que vous avez un peu la même chose ici. Oui, je pense qu'effectivement, on a cette idée-là en tête de l'anthropisation qui va devenir critique à partir de l'âge du fer, mais on aimerait vraiment aussi pouvoir
apprécier plus finement l'impact de la proximité des Vosges, en fait, qui va vraiment aussi engendrer un alluvionnement parfois très, très critique. Oui, avec des profils en long très abrupts à proximité. Tout à fait, oui. Puis ça me rappelle aussi les travaux de Peter Huben sur les Leuses proches, de l'autre côté du Rhin, où il montre clairement un basculement morphogénique à partir de l'âge du fer. Oui ?